Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again. On continue notre série de cours concernant l'endocrinologie. On va parler maintenant de diabète de type 1. Donc, diabète de type 1, c'est une carence absolue en insuline. Donc, c'est une carence, carence absolue en insuline par une destruction du cellule bêta de pancréas. Donc, destruction du cellule bêta de pancréas, probablement par une réaction auto-immune. Donc, dans 90% des cas, on a une notion d'auto-immunité. Dans 10% des cas, c'est idiopathique. La prévalence, donc, de 20 000 cas, je pense. Donc, la prévalence, ici, c'est en France, parce que malheureusement, on n'a pas en Algérie prévalence. Donc, 200 000 cas en France, 15% de l'ensemble des diabétiques. Et habituellement, elle se vient avant l'âge de 35 ans, avec pic en adolescence. Donc, on pique à adolescence. La physiopathologie, c'est une prédisposition génétique. Donc, on a certains gènes des HLA, donc HLA prédisposants, tels que la DR3, DR4. Donc, on a des HLA protecteurs, tels que le DR2. Mais notion d'absence des cas d'antécédents familial dans 85% des cas. Les facteurs environnementaux, on incrimine certains virus tels que les entérovirus, certaines substances alimentaires, par exemple l'introduction précoce de lait de vache est toxique et surtout la microbiote intestinale. Donc la microbiote intestinale, on peut l'incriminer le microbiote dans la diabète de type 2. Précoce auto-immune, donc c'est un processus auto-immune donc parce qu'on a dans 97 des cas on a un auto-anticorps appelé par exemple les anti-anticorps les plus fréquents, donc l'anti-GAD ATH persiste. Donc l'anti-GAD c'est un anticorps qui persiste, donc c'est très important de doser. Les IA2 et les CA et ZNT8 et anti-insuline, donc tout ça, ce sont des anticorps qu'il faut chercher. Si c'est une maladie, donc parce que c'est une maladie auto-immune, on peut avoir une association avec autres maladies auto-immunes en 10 à 15% des cas. Donc on a par exemple la thyroïdite de base 2, la maladie d'Addison et bien sûr la Birmer, donc l'anémie de Birmer, et maladie cœliaque, et parfois on a le vitiligo. Donc, toutes ces pathologies peuvent être associées avec notre diabète de type 1. La manifestation, habituellement, c'est un début rapidement, donc, parce qu'on a rapidement, donc, parfois, même, on diagnostique une complication aiguë telle que l'acétocétose diabétique. On va parler de ça. Donc, généralement, on a le syndrome cardinal, c'est-à-dire polyurémie, polydipsie, anémie et la polyphagie. Donc, des troubles visuels transitoires, fente musculaire et hépatomégalie, très rare, syndrome de Maurice, donc c'est très rare. Donc, bandelette urinaire, on trouve une glycosurie massive avec cétonurie. Donc, parfois, comme j'ai dit, c'est une révélation possible par une acidocétose inaugurale. Donc, seulement cette complication qui est révélatrice de ce diabète. Les formes particulières, on a le diabète de type 1 lente, appelé LADA. Donc, c'est une diabète qui vient donc un sujet plus âgé. Forme non insulinodépendant, on a le diabète cytosique de sujet noir. Le diagnostic, première étape, c'est clinique, l'hyperglycémie avec le triade maigre, cétose et âge inférieur à 35. Donc, on pose le diagnostic parce qu'on dose le dosage des anticorps tels que le GAD, comme j'ai dit, les IA2, donc IA2, les ELO et l'insuline, les ZNT8. Donc, GAD, appelé de GAD, IA2, ZNT8. Donc, en cas de négativité des anticorps, donc, on cherche donc peut-être une autre cause, telle que les antécédents familiaux. On a le diabète de type maudit, on peut le dire, c'est un diabète 2 qui vient chez un sujet plus jeune. Donc, maudit, c'est généralement un contexte familial. Ou bien on cherche des mutations du gène qui ici sur et clique
donc, etc. Des signes, si on a des signes associés, donc on pense à un syndrome de Wolfram, surdité, troubles optiques, diabète insipide, inférieur à 20 ans, ou bien un diabète mitochondrial, on a une surdité, atrophie maculaire et cardiomyopathie. Donc ça c'est diabète mitochondrial, donc cardiomyopathie, surdité, etc. Ou bien un diabète secondaire, soit un cancer de pancréas, une pancréatite, mucoviscidose, ou bien hémochromatose, ou bien iatrogène. Ça, on peut dire que c'est diagnostic différentiel avec notre diabète de type 1. L'évolution, si on a une phase préclinique et une phase clinique, donc, mais c'est rarement, donc c'est pas trop longtemps. Donc la phase clinique, généralement, lorsqu'on a une destruction de 85% des cellules bêta de Langerhans de pancréas, lorsqu'on a une destruction de 85%, donc on a cette phase clinique qui est manifeste. Et on a une phase clinique sécalaire. Et parfois, donc, on a une rémission complète. C'est pas complète, parfois même complète. Donc, une rémission qu'on peut diminuer le taux d'insuline, appelée la lune de miel. Mais malheureusement, cette lune de miel dure seulement quelques mois et on retombe dans notre insulinopénie. Donc probablement les 15% qui restent qui fonctionnent, mais cette lune de miel qui ne dure pas. Donc c'est une maladie chronique, donc nécessite l'adhésion du patient, nécessite d'un diabète instable, donc nécessite c'est une maladie chronique. Donc on peut avoir donc des problèmes tels que la frein d'adhésion du patient au traitement, l'instabilité de ce diabète, la facteur psychogène d'instabilité. Donc psychogène parce que parfois donc surtout chez l'adolescence, donc rappelez de ça, surtout si on a des issues indésirables de l'insuline parce que prise de poids, donc le patient diminuer les doses pour limiter cette prise de poids. Donc facteurs organiques d'instabilité tels que les gastroparésies, les autres complications. Donc c'est très important de l'éducation. On va parler de la prise de charge. Donc dans le traitement, mesuration, l'éducation thérapeutique, c'est très important. Il faut éduquer le patient, il faut éduquer bien par les éducations, comme j'ai dit. Donc on a plusieurs choses à éduquer. Et surtout, dire à le patient que c'est une maladie chronique. Il faut toujours faire votre injection d'insuline parce que si vous échappez une seule prise d'insuline, vous risquez de tomber dans l'acidocétose diabétique. Ça, c'est crucial. Il faut faire une éducation thérapeutique et sur comment prendre le traitement, sur l'insulinothérapie fonctionnelle. Surtout donc parfois il pense que lorsqu'il mange pas, il prend pas l'insuline, mais il dit que lorsque vous mangez pas, bien sûr vous êtes protégé contre l'hyperglycémie, on peut dire, mais vous risquez d'avoir une lipolyse et l'acidocétose, comme j'ai dit, dans les complications aiguës du diabète. Donc le traitement, c'est l'éducation, comme j'ai dit, insulinothérapie fonctionnelle. L'objectif, l'HbA1c, généralement chez l'adulte, c'est inférieur à 7. Mais chez l'enfant, en pleine croissance, donc il est variable selon l'âge, donc 7,5, 8,5. À l'adolescence, jusqu'à inférieur à 7,5. Et sujet âgé grapataire morbide, donc inférieur à 8. La glycémie avant les repas, donc il faut être ne dépasse pas 1,2 grammes. 2 heures après le repas, ne dépasse pas 1,8 et 3 heures du matin supérieur à 0,8 pour ne pas tomber dans les hypoglycémies. Donc les insulinothérapies, on a plusieurs types d'insuline. Premièrement, l'insuline humain recombinée tels que les actes rapides, c'est un insuline rapide. L'intermédiaire, l'NAPH, c'est l'insulinrata, comment c'est l'insulinrata. On a les insulines analogues telles que les ultra rapides, l'Espro, l'Aspart et la glyzuline, l'Aspart et l'Espro. La lente, on a la glargine, c'est commercialisé Lantus, donc glargine, et Détimir.
On a les mixtes, donc tels que le nouveau mixte, c'est l'analocorapide plus l'ANAPH. Donc aussi on termine, donc ça c'est le traitement basé sûrement sur l'insulinothérapie plus l'éducation de patients. Les facteurs de résorption, donc on a résorption, donc le muscle est plus rapide, donc au niveau lorsqu'on profond, donc injection plus profonde, donc on a une résorption plus rapide de ces insulines. L'activité musculaire au niveau de lieu de l'injection, la chaleur, la dose, la zone, on a le BAC, c'est-à-dire le baccalauréat, le B, le bras est le plus rapide que l'abdomen et le plus rapide que la cuisse. Et on peut ajouter bac d'eau. Donc ça, c'est pour les sites les plus rapides de la résorption de l'insuline. On a plusieurs schémas. On peut dire le plus utilisé, le plus important, c'est le basal bolus. Et on a des schémas à 4 injections et 3 injections. Les doses, généralement, c'est 1 micro-unité par kilo par jour. Dose totale, journalier, dose totale 1 unité kilo jour. Donc en fraction selon le schéma. Donc par exemple, la basal bolus. Basal bolus, c'est une injection basale généralement le soir, plus 3 bolus avant les repas. Donc basal bolus. Donc cette dose totale, on le divise. Donc ça, ce sont les schémas à utiliser. Les effets indésirables de l'insuline, c'est rappeler l'hypoglycémie. Donc hypoglycémie très important, l'hypoglycémie, le prise de poids et l'hypoatrophie ou bien l'hypohypertrophie. Généralement l'hypoatrophie c'est auto-immune, donc elle se vient pas avec les nouveaux insulines, et les allergies sont rarissimes. Très important, c'est un sujet jeune qui est pas compliqué, qui est pas risque d'athérosclérose, qui est pas on fait dans le mesure régino-diététique, donc alimentation variée et sans interdit, sans restriction parce que c'est un sujet jeune. Jeune, on peut dire sans restriction, mais pas manger n'importe quoi. Donc tout le monde on conseille de manger sainement, donc sans interdit, favorise l'activité physique. Bien sûr, l'activité physique c'est très important. Donc c'est pour le diabète du type 1. Je vous remercie pour votre attention, à la prochaine. Salam.